Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Socrate, Sartre ou Camus et bien d'autres penseurs, écrivains, économistes d'aujourd'hui vous parlent de ces grandes figures de la pensée qui les ont influencés. Un reportage du Centre laïque de l'audiovisuel. Socrate, parce que c'est vraiment le point de départ, c'est peut-être pas le premier philosophe, mais c'est le premier des philosophes. Et puis c'est surtout le philosophe avant même la philosophie, c'est le philosophe sans doctrine, oui. Socrate. C'est le philosophe qui d'une certaine façon, n'a pas de philosophie, ne s'est pas recroquevillé sur un dogme, et c'est la philosophie en acte pur. Socrate, c'est aussi celui qui a inscrit la philosophie dans une logique démocratique et populaire. Il va voir chacun, les artisans, les militaires, les juges, et leur dit « Tu es quoi? Tu es qui? Pourquoi tu crois en ce que tu crois? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi crois-tu ça ?» Et il interroge chacun. Ça, c'est la grande vitalité de la philosophie, et je trouve d'ailleurs que la philosophie a perdu un peu cette vitalité-là, et qu'il serait bon qu'elle la retrouve, oui, d'une certaine façon. La racine socratique de la philosophie est à rechercher en permanence, et je crois qu'il est bon que tous les philosophes reviennent régulièrement au geste de Socrate. Qu'est-ce que fait Sade? Il écrit la philosophie dans le boudoir. Les gens disent, bon oui, répète ce titre-là sans voir. Mais il met la philosophie dans le boudoir. Alors que quand les philosophes essayent de réfléchir, par exemple, sur la question érotique, sur la question amoureuse, eux mettent le boudoir dans la philosophie. Et ça change tout de mettre la philosophie dans le boudoir. Parce qu'ils ramènent le corps dans la pensée. Et c'est une pensée qui va tenir compte du corps. Je crois que c'est ça le scandale profond de Sade, ce qu'on ne lui pardonne pas. Parce que ce mouvement qui ramène le corps dans la pensée ramène aussi la singularité du désir dans la pensée, et en même temps c'est une façon justement de mettre en cause profondément les chimères, c'est-à-dire par exemple Dieu, oui. Par exemple, et aussi toutes les formes de dévotion. Et c'est pour ça que ça peut être utile, parce que en montrant à quel point le désir est lié à notre singularité, à quel point la pensée et la singularité de la pensée vient du désir, Sade aussi nous donne les moyens de mettre en cause toutes les abstractions au nom desquelles on a servi l'homme. Que ce soit la religion, que ce soit Dieu, que ce soit l'idée de l'homme, l'idée de la nature. C'est-à-dire, c'est tout d'un coup... ça permet de saper à la racine toutes les formes de dévotion. Baldus avait déjà pressenti ça. Il avait pressenti qu'à terme, la Terre serait un immense bidonville où les gens survivent très peu, il y aurait très très peu de riches. Ce que Houellebecq dit dans La possibilité du Nil, dans son roman, qui est un roman magnifique, qui est une métaphore de Malthus. Il y aurait très très peu de riches et puis une infinité de gens extrêmement pauvres qui seraient en train de se battre, qui auraient très très peu de choses pour vivre. Donc le fait que le mythe capitaliste, c'est de dire la productivité sera telle qu'on arrivera toujours à dépasser la rareté. La rareté n'existe pas. Nous irons vers l'abondance par la productivité. C'est l'inverse qui se produit. En fait, nous sommes en train de raréfier le monde, nous sommes en train de creuser notre tombe en rendant les ressources de plus en plus rares, et nous avons beau lutter contre le temps, c'est vrai que nous allongeons un petit peu notre espérance de vie, mais à terme, nous allons réduire cette espérance de vie et nous allons finir par mourir. Ce que d'autres ont dit, Lévi-Strauss aussi est très pessimiste là-dessus, il dit c'est le fait que
la promiscuité, l'étouffement feront que les hommes ne se supporteront plus. Et donc il y aura un déchaînement de violence, qu'on retrouvera les vieux fléaux malthusiens qui étaient la guerre et la maladie, qui faisaient disparaître l'humanité. Donc c'est vrai que l'humanité n'est pas raisonnable, parce qu'elle le voit, ça, elle le pressent. Hein. Ce qui me frappe, c'est cette lucidité aveugle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous sommes absolument lucides et en même temps, nous ne voulons pas voir ce que nous voyons. Et nous ne voulons pas, au fond, nous arrêter. Nous n'y croyons pas vraiment. Nous le savons, mais nous n'y croyons pas. Un des livres qui a été très important pour moi, c'est le livre de Sartre, son livre sur Jean Genet, Saint Genet. Il est évident que toute l'analyse qu'il produit de l'interpellation injurieuse par laquelle on est constitué, formé, et qu'on ne peut que se réapproprier, il est évident que l'insulte, par exemple, homophobe, je peux, en la comprenant et en comprenant le rôle qu'elle a eu sur la constitution de ma personnalité depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, je peux très bien comprendre ce phénomène, l'analyser, et Sartre m'a beaucoup aidé à le comprendre, l'analyser, faire un livre sur cette question. Dans mon livre de 99, Réflexions sur la question gay, il y a tout un chapitre sur le choc de l'injure et le caractère constitutif de l'injure pour les minoritaires, comment ils sont constitués par l'injure sociale, l'injure comme horizon du rapport au monde. Mais il ne suffit pas d'analyser ça parce que je peux très bien l'analyser ici, dans un livre, mais dès que je sors dans la rue, quelqu'un peut, ou le soir dans le métro, ou n'importe où, je peux être de nouveau insulté et je n'ai pas de prise, je ne peux pas faire que cette insulte qui m'a constitué disparaisse. Elle est là, elle m'environne, elle m'entoure et par conséquent je suis toujours sa cible, d'une certaine manière sa victime, et donc la force constitutive qu'elle a eue sur moi se réactive régulièrement. On pense aujourd'hui Camus à partir de Sartre. Et Sartre comme le bolchevique emblématique qui n'a cessé d'être. Et aujourd'hui, il y a un nombre de lieux communs qui sont ressassés sur Camus, du philosophe pour classe terminale au littéraire, etc., qui sont des lieux communs sartriens, bolcheviques, et qui font l'économie de la lecture de Camus. Les gens connaissent Camus, mais ils ne l'ont pas lu. Et les gens qui ont lu Camus ont éventuellement lu L'Homme révolté, le mythe de Sisyphe ou quelques romans, mais ils ont rarement lu ses interventions dans la presse. Et la politique de Camus, elle se trouve explosée. C'est-à-dire ça va de misère en Kabylie dans les années 30 jusqu'au soutien d'anarchistes peu de temps avant sa mort, puisqu'il écrivait un texte pour une revue anarchiste d'Amérique du Sud, en passant par un certain nombre de soutiens. Il a critiqué la Chine, il a critiqué les pays de l'Est, il a défendu le fédéralisme, il a défendu l'Europe, la fin des nations. Il y a une prise de position politique. Il a parlé du pacifisme, de Gandhi, il a défendu la cause des objecteurs de conscience. Enfin, c'est considérable. Critiquer le nucléaire, simplement comme il n'a pas fait un livre sur ce sujet-là, comme il n'y a pas un livre qui serait la politique de Camus, on n'en parle pas et on ne connaît pas. Et même quand on a lu L'Homme révolté, on l'a lu avec en tête la polémique avec les temps modernes, avec Jean-Paul Sartre, et on se dit, la critique du communisme, il est donc anticommuniste, un anticommuniste est un chien, ou c'est donc un type de droite, etc. En oubliant que la conclusion de ce livre fait l'éloge de l'anarcho-syndicalisme. Donc il y a une vraie pensée politique chez Camus, une vraie philosophie politique qui est un peu inédite et méconnue et qui, à mon avis, est une solution pour aujourd'hui. Je pense que les gens qui disent on a essayé le communisme, on a le libéralisme et rien de tout ça nous va, j'ai envie de leur dire essayez un socialisme libertaire et vous verrez que parfois on peut faire la révolution sans prendre le pouvoir. Vous en voulez encore? Eh bien, facile. Vous allez cliquer sur libreensemble.be pour revoir tous ces programmes et toutes ces émissions. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.